Mais le frontispice de ce soir, alors le voici, c'est la partie supérieure gauche de l'une des fêtes de la chapelle Brancacci, c'est donc de Tentatio, ce moment du miracle du tribut où Saint Pierre est en train d'ouvrir la gueule du poisson pour en tirer le statère miraculeux qui lui permettra à lui, de même qu'aux autres apôtres, de payer les redevances qu'il doit aux percepteurs de Jérusalem, avec l'admirable figure du Christ au beau milieu, indiquant de la main d'ailleurs à Pierre d'aller au bord du lac et de trouver le poisson. Maintenant, il faut que nous entrions dans le vif du sujet, et j'ai repris cette habitude de vous faire une petite gazette de 1425, enfin bref, de vous dire un peu ce qui se passait dans le monde et de façon générale dans les mondes en ce début du XVe siècle. Et vous allez voir, c'est assez surprenant, je dirais, par la disparité du ton d'un pays à l'autre. On commence d'abord par l'Europe en général, pour vous dire, comme d'habitude, que tout va mal, bien sûr. Mais cette fois-ci, ça va vraiment particulièrement mal, puisque l'Europe, centrée bien sûr autour de la France et de l'Angleterre, qui sont à ce moment-là les puissances principales, sont en train de vivre cet événement majeur, mais ô combien dramatique et sanglant, qu'est la guerre de 100 ans. Et nous sommes à un des moments charnières, je dirais, de cette guerre de 100 ans. C'est le moment où il y a en France deux rois à la fois. Le roi c'est Charles, roi français de France, et l'autre c'est Henri, roi anglais de France. Je vous rappelle que le roi français de France, c'est donc Charles VI, mais on ne l'appelle pas encore le roi parce qu'il n'a pas encore été sacré, on l'appelle encore le dauphin. Et on l'appelle surtout l'indécis ou le pusillanime, Charles l'indécis ou Charles le pusillanime. Et chose assez étonnante, il deviendra pour l'histoire, quelques années plus tard, Charles le victorieux, le jour où, un petit peu comme Octave, quand il deviendra Auguste, il se réveillera roi de France. Eh bien, il sera, notre Charles, un des plus grands rois de France. Je rappelle qu'il a une hérédité, je dirais, lourde. Il est fils de Charles VI, recensé dans les chroniques comme Charles le Fou ou Charles le Folle, et fils d'Isabeau de Bavière, ce qui, comme vous le savez sans doute, lui donne une descendance pour le moins sulfureuse. Ce pauvre Charles, futur donc 7, est pour l'instant en fuite permanente. Il a déjà fui sa bonne ville de Paris parce qu'elle est passée aux mains de ses ennemis héréditaires, les Bourguignons, et les Bourguignons étant à Paris, le dauphin n'a plus qu'à s'en aller. Et il continue à s'en aller à travers tout le domaine royal au fur et à mesure qu'avancent les troupes du roi de France anglais, ou de France et d'Angleterre si vous le préférez, c'est des troupes de Henri. Et en fait, Charles, au moment où nous prenons l'histoire, est confiné en la ville de Chinon. Et c'est à Chinon qu'un beau jour, l'une des figures les plus fabuleuses de l'histoire, qui est Jeanne d'Arc, viendra le prendre par la main, l'amener jusqu'à Reims, où vraiment de main d'homme, elle le fera sacré roi de France, et en fait l'éveillera à ce sens formidable des responsabilités qui sera de construire la personne royale. Et Charles VII laissera construire par Jeanne d'Arc cette personne royale, jusqu'à devenir, comme je vous l'ai dit, l'un des rois les plus mémorables de l'histoire de France. Voyons maintenant l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté anglais. Alors, qu'est-ce que les Anglais peuvent bien venir faire en France? Alors, je vous rappelle, mais vous savez, le roi d'Angleterre, c'est Henri V à cette époque-là. Henri V a remporté une foudroyante et fabuleuse victoire sur terre française, et c'est cette victoire qui a complètement miné, je dirais, le moral de la cour de France, c'est la victoire d'Azincourt. Alors, Azincourt, pour les Anglais, c'est une victoire merveilleuse, elle a ouvert les portes de la France, bien sûr, à Henri et aux prétentions anglaises. Et ces prétentions anglaises ont été servies de façon démoniaque et de façon abominable par Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière, ayant besoin du parti anglais, en lequel elle avait beaucoup plus de foi qu'en le parti français. Je vous rappelle quand même que son mari, le roi, était fou 8 mois sur 12. Donc, ayant compris l'importance du parti anglais pour ses intérêts propres, a signé avec Henri V une paix secrète, la fameuse paix de Louvain. La paix s'est soldée par un événement très public. Elle a donné sa fille en mariage à Henri V. C'est la fameuse Catherine de Valois. Mais ce qu'il y avait dans la paix est un des documents les plus abominables qui soient. C'est la déclaration solennelle sous serment devant les reliques de Saint-Louis que celui qu'on appelle le dauphin n'est qu'un bâtard. Donc, la couronne ne peut passer qu'à Catherine, mais comme les femmes n'y ont pas droit, la couronne ne peut passer qu'à Henri. Elle a donc donné la couronne de France à Henri V. Et il faut quand même dire une chose, là aussi l'histoire est injuste, Henri V aurait peut-être été au fond un bon roi de France, parce que c'est un personnage extraordinaire, c'est un roi
extrêmement intéressant, extrêmement attachant aussi. Mais hélas, et vous le savez je pense, il mourra très jeune, à l'âge de 34 ans, très soudainement, et donc à peine ce nœud est-il tissé par Isabeau qu'au fond ses espoirs lui échappent. Heureusement, il y a un bébé, mais il faut dire que le bébé a 10 mois à la mort de son père. Et on assistera donc à cet événement digne des temps mérovingiens, qui sera le sacre d'un bébé de 10 mois qui vagit en anglais à Notre-Dame de Paris. Cependant que le légitime dauphin de France, lui, n'arrive même pas à entrer dans une église pour y recevoir un semblant de quelque chose qui pourrait s'appeler l'espoir d'une couronne. Mais comme je vous l'ai dit, par Jeanne d'Arc interposée, là vous me permettez d'accélérer un peu parce que Jeanne d'Arc quand même vous connaissez, par Jeanne d'Arc interposée, le courage et la foi reviendra au parti français et bientôt donc les Anglais devront repartir chez eux. Repartir d'ailleurs pour une raison bien simple, c'est qu'ils y sont appelés. Et appelés par quoi? Par la guerre. Une guerre s'est déclarée en Angleterre, cette guerre ne permet plus d'avoir tous les barons anglais en France, ils doivent retourner se battre chez eux, c'est le début de la guerre des Deux Roses. Et vous savez, je pense que cette guerre des Deux Roses, qui durera elle aussi très longtemps, coûtera très cher à tout le monde, mais surtout à ce malheureux Henri VI, sacré roi à Notre-Dame de Paris à l'âge de 10 mois, il mourra à moitié fou, prisonnier dans la tour de Londres, puisqu'il sera l'enjeu politique de la guerre des Deux Roses. C'est un des destins les plus dramatiques de l'histoire occidentale que ce personnage-là. Et en règle générale, quand on le connaît ou quand on le resitue, c'est un petit peu sous ces auspices de dramatisme pitoyable, si vous le voulez qu'on le voit. J'aimerais quand même lui rendre une petite justice. Entre son sacre à 10 mois et sa mort à la Tour, il a eu juste le temps de fonder le King's College de Cambridge et le temps de fonder Eton. Donc on lui doit au moins les cravates rayées les plus célèbres de l'histoire, et ça, c'est quand même un titre de gloire, je pense. Quant à notre Jeanne d'Arc, eh bien, et vous le savez sans doute, c'est le 30 mai 1431 qu'elle sera exécutée sur la grande place de Rouen. Et il faut quand même dire, sans que le roi de France, Charles VII, ait fait quoi que ce soit pour tenter de la sauver. Autrement dit, cet épisode se finit fort bien pour Charles VII, il a sa couronne, il règne, et au moins, disons, il a le mérite d'avoir été un bon roi pour la mémoire de Jeanne d'Arc, mais disons bien que les autres acteurs, Henri V qui est mort, Henri VI qui prépare la tragédie de son destin, et surtout Jeanne d'Arc, auront donc fini lamentablement. Donc, cette histoire que maintenant j'achève, que maintenant je conclus, vous montre tout simplement qu'en 1425, le reste de l'Europe, hormis l'Italie, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, qui en sont pour l'instant les forces dirigeantes, vivent encore ce qu'on ose appeler les siècles obscurs. Ce débat de la guerre de 100 ans et plus tard ce débat de la guerre des Deux Roses sont vraiment dignes du Moyen-Âge le plus absolu. Vous n'avez plus rien entendu de tel dans cet auditoire depuis les histoires de Frédégonde et de Brunehaut le semestre passé, si vous vous souvenez. Mais c'est digne de cette époque-là, véritablement. Eh bien, pourtant, chose curieuse, à ce médiévalisme de l'histoire va correspondre, vous allez voir, une espèce d'aspect prospectif étonnamment lumineux dans l'Italie juste à côté. Une fois de plus, extraordinaire de voir à quel point des barrières, des frontières linguistiques, surtout à cette époque-là, peuvent amener de disparités dans le développement des civilisations. Mais comme ma gazette a toujours prétendu être un tout petit peu universelle, je voudrais vous dire que si ça va très mal en Europe, hormis l'Italie encore une fois, ça va très bien plus loin, ça va très très bien même. Et je voulais citer au moins deux personnages, juste deux personnages, qui vraiment parlent déjà, eux aussi, un langage de renaissance et qui vont vraiment asseoir la grandeur de leurs empires. Le premier, c'est le sultan Mourad II, qui est à la tête de l'Empire ottoman et qui règne en 1425 depuis 4 ans, à peu de choses près. C'est vrai que c'est un grand conquérant, c'est du moins ce qu'on dit à l'Empire ottoman, donc un grand massacreur. C'est vrai qu'il conquérera l'Albanie, et on sait ce que ça coûtera aux Albanais, qu'il conquérera la Hongrie, et on sait ce que ça coûtera aux Hongrois, et qu'il conquérera la Serbie, et on sait ce que ça coûtera aux Serbes, sauf Belgrade, la seule ville qui ait réussi à lui résister, soit dit au passage. Mais si on oublie cette part-là, qui est au fond une part, je dirais, atavique et dynastique de la part d'un sultan, c'est une mission qu'il continue que de devoir conquérir le monde, alors bon, c'est son métier, vous me direz, à part ça, ce qu'on oublie, c'est que cet homme, épris de culture et d'art, a fait de sa ville capitale, la ville de Andrinople, un des centres les plus fabuleux qui soit. La poésie, la philosophie, la médecine, la mathématique, les arts plastiques, la céramique notamment, qui est extraordinaire en ces temps-là, fleurissent à Andrinople, au point que vraiment on peut parler d'un phare de l'Occident.
Donc, au moins, vous avez une ville, et Dearne aujourd'hui, Andrinople dans le passé, qui est presque, comment dire ça, le contrepoids de l'occidentale Florence, en ces années-là. Et le deuxième personnage que je voulais citer, qui est encore un tout petit peu plus loin, si c'est possible, c'est l'empereur Xuanzong en Chine. Alors là, nous sommes dans la dynastie des Ming. Les Ming, jusqu'alors, ont régné dans leur capitale dite du Sud, Nanjing, et sous le règne de l'empereur Xuanzong, ils se déplacent à la capitale du Nord, Beijing, la ville qui deviendra Pékin. Autrement dit, c'est ce cinquième empereur de la dynastie de Ming qui crée la grandeur de Pékin. Et il faut savoir que ce cinquième Ming, qui est donc l'absolu contemporain de Mourad, qui est l'absolu contemporain des Médicis dont nous parlerons dans un instant, ce personnage-là se situe aussi au niveau d'un immense révélateur des arts. Peintre lui-même, il réunit une académie de peinture comme on n'en avait plus connue depuis la dynastie des Song, aux environs de l'an 1000. Grand amateur de techniques nouvelles, il en invente et en parraine deux. Le cloisonné, le fameux émail cloisonné, qu'il est le premier à avoir fait produire et qui a produit sous son règne les plus grands chefs-d'œuvre, point 1, et la laque, la fameuse laque rouge fraisée, qu'on appelle laque de Pékin, eh bien, elle apparaît aussi sous ce règne-là. Et en plus, comme il est ataviquement épris de céramique et de porcelaine, c'est sous son règne qu'on arrivera à la technique des blancs bleus les plus extraordinaires qui existent. Et les blancs bleus du règne de Xuanzong sont les plus célèbres, à l'heure actuelle encore d'ailleurs, les plus cotés qui soient. Si cela vous paraît un peu abstrait, je vous dirai qu'il a également jeté la première pierre du seul monument de la Chine classique qui nous soit parvenu intact, c'est le Temple du Ciel à Pékin. Pour que quelqu'un ne m'en veuille pas dans cette salle, je rappelle qu'il y a un personnage dont je n'ai pas pris le temps de parler et je m'en veux un peu. C'est encore un grand phare de son temps, même si c'est un occidental, c'est un portugais, c'est le fameux Henri le Navigateur. Nous sommes à la grande époque des grandes années de ce cinquième fils du roi Jean V de Portugal, qui sera épris de mer au point de fonder, dans les années qui nous intéressent, la première académie maritime et surtout le premier institut de cartographie. L'art de la cartographie, vraisemblablement hérité d'ailleurs du Moyen-Orient, va prendre ses lettres de noblesse grâce à Henri le Navigateur, ce qui vaudra au Portugal l'exploration et quasiment la découverte du Sénégal, de la Guinée, mais aussi des Açores qui deviennent dès lors leur propriété en fait. Henri le Navigateur, j'y ai pensé à la dernière minute parce que vous allez voir dans la chapelle Brancacci tout à l'heure des visages de Florentins de 1425 étudiés par Masaccio avec un sens de l'introspection que je ne connais nulle part ailleurs que dans ce chef-d'œuvre qui immortalise Henri le Navigateur. C'est le fameux-issime Polyptyque de Saint-Vincent signé par Nuno Gonçalves, aujourd'hui conservé à Lisbonne au Musée national d'art ancien, et où on retrouve une espèce de similitude d'approche de l'humain absolument extraordinaire. Nuno Gonçalves Masaccio serait une comparaison passionnante à faire, mais n'ayez pas peur, je ne la ferai pas ce soir, parce que sinon on ne se coucherait plus. Et maintenant, nous resserrons notre numéro à Florence. Que se passait-il à Florence en 1425 ? Eh bien, Florence n'était pas encore ce que vous attendez. Parce que j'entends Florence Renaissance et Florence les Médicis. Ben non, ils ne sont pas encore tout à fait là. Ou s'ils y sont, c'est, je dirais, dans les marges. En 1425, Florence est encore une république. Elle a encore un sceau de république. Mais il faut dire qu'effectivement, cette république est menée par une sorte de conseil. Ce conseil est formé par une oligarchie patricienne et marchande. Je vous rappelle qu'en effet, Florence est l'une des premières villes où le rang de patricien s'accommode du rang de marchand. Et qu'autrement dit, la grande finance, la grande banque notamment, est un droit de noblesse absolue. Donc, Florence est menée par ces personnages qui sont aujourd'hui encore, d'ailleurs, les vieux Florentins, comme on les appelle, les Bardi, les Peruzzi, les Scali, les Albizzi, les Alberti, tout ça, ces familles vivent encore, existent encore, mais à l'époque, ce sont vraiment les grandes familles qui patronne aux destinées de la ville. Puis il y en a une parmi les autres que je n'ai pas encore nommée, mais c'est pour lui donner la bonne place, c'est les Médicis. Les Médicis qui, avec leur banque, font partie, si vous le voulez, de cette oligarchie patricienne. Cosme existe déjà en 1425, il est même âgé pour l'époque, il a 36 ans, vous vous rendez compte, c'est ce qu'on appelait à l'époque un homme mûr. Il est marié depuis bien longtemps à la fameuse Contesina Bardi, ou Contesina dei Bardi, parce qu'on se marie toujours fortune contre fortune, ça vaut tellement mieux en cette époque-là. Et il a un fils qu'on appelle encore Pietro, Pierre, mais qui plus tard deviendra le fameux Pierre le Goutteux,
Et vous savez qu'à l'âge qu'il a en 1425, 14 ans, il a déjà les articulations complètement prises par ce rhumatisme déformant qui sera le calvaire même de sa vie. Ça ne l'empêchera pas d'avoir un fils que vous connaissez, ce sera Laurent, que l'on appelle Laurent le Magnifique. Mais là, en 1425, il est tout de même pas né, presque, mais tout de même pas né. Donc, les Médicis sont là. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas déjà à la tête du destin de la ville? Simplement parce que Cosme est une araignée, si tant est que araignée peut parfois être un compliment. Étant donné que Louis XI s'appelait lui-même universel aragne, je peux penser que c'est un compliment. Et c'est vrai qu'il y a entre Cosme et Louis XI une même habileté, un même sens du temps, un même sens que le temps travaille et que le temps produit. Alors, Cosme est l'un des plus retirés en 1425 du Grand Conseil, un des hommes qui intervient le moins. Et chaque fois qu'on essaye de lui confier des honneurs, l'honneur suprême étant à l'époque d'être gonfalonier de la ville, c'est-à-dire porte-parole de la ville en fait, il refuse en disant que non vraiment, bon, pas maintenant, etc. Cosme de Médicis est le seul de tous ces patriciens qui a un tel sens prophétique, je dirais, de l'histoire, qu'il sait qu'il faut attendre encore. Et avec une habileté que l'on connaît et qui est diabolique, il va lui-même fomenter, et ça commence en 1425, son propre discrédit, son propre scandale, son propre avilissement et son propre exil. Il va se faire exiler. À peine exilé, il reviendra parce qu'on a besoin de lui et de ses millions, parce que c'est le bord de faillite, et il reviendra en triomphateur. Il n'aura plus qu'à cueillir un pouvoir absolu qu'on est d'ailleurs prêt à lui donner. Toujours est-il que tous les personnages dont je vous ai parlé et qui sont en train de préparer ce drame shakespearien de la prise de pouvoir des Médicis, tous ces personnages, naturellement, rivalisent de splendeur. Ils sont banquiers, ils sont commerçants sur terre, ils sont commerçants sur mer, ils ont des comptoirs partout, des rois leur doivent de l'argent, des sultans leur doivent de l'argent, ce sont des gens qui ont vraiment des ramifications partout, et naturellement, ils sont riches à crever. Et ataviquement, ils se lèguent ce devoir qu'il faut vivre le mieux, le plus brillamment, le plus ostentatoirement possible pour assurer la garantie de sa maison. Ce qui est une bonne chose, parce que sinon personne n'irait à Florence aujourd'hui. Donc, on construit des palais, on décore des palais, on coule des statues, on fait des vaisselles extraordinaires, et pour ce faire, on a besoin d'artistes. Alors, prenez la liste des artistes présents à Florence en 1425, et ça colle le vertige. Je vous cite Brunelleschi, Alberti, Donatello, Luca della Robbia, Ghiberti, Filippo Lippi, Masolino, Uccello, et dans un coin de couvent, Angelico. Et je n'ai cité que les plus grands. Ben c'est simple, c'est une histoire de l'art en 12 volumes que je viens de citer. C'est-à-dire, c'est à peu près toute l'histoire, tout le grand chapitre de l'histoire de l'art occidental. Ils sont tous à Florence en 1425. Et de tout cela, on va presque pas parler ce soir pour parler de celui dont je n'ai pas cité le nom encore, c'est Masaccio, mais il arrive dans un instant. Parce que je pensais bon de commencer par une sorte de petit tour d'horizon de ce qui se fait à Florence, parce que j'ai dit, on construit beaucoup, voyons quoi, on sculpte beaucoup, voyons quoi, on peint beaucoup, voyons quoi. Alors, on va commencer, puisqu'il faut aller dans l'ordre bien sûr, par l'architecture. Florence, dans les années qui nous intéressent, a besoin d'un noyau central. Il faut un monument qui soit vraiment le moyeu de la ville, le centre de la ville. Et naturellement, ce sera le dôme Sainte-Marie des Fleurs. Sainte-Marie des Fleurs est construite depuis longtemps déjà, mais il lui manque une chose, il lui manque ce qui va couronner et fêter la croisée de son transept. Les Florentins deviennent tellement difficiles en matière d'art qu'ils n'arrivent pas à se décider de savoir si, pour la gloire de Florence, il vaut mieux une grande flèche toute droite, comme partout en Europe, une tour-lanterne carrée, ce qui serait beaucoup plus original, ou une coupole, mais ça c'est bien hypothétique, parce que des coupoles comme ça, on n'en a jamais fait. Et donc, pendant pas loin de 14 ans, le chantier est fermé et les ouvriers sont mis au chômage parce que les Florentins n'arrivent pas à se décider. Flèche, tour-lanterne, coupole, flèche, tour-lanterne, coupole. Et un jour arrive un nouvel architecte, un architecte dont Florence n'a que très peu entendu parler encore, il s'appelle Brunelleschi, depuis il est devenu un des immortels de l'architecture, et Brunelleschi, avec une tranquillité d'esprit qui n'a d'égal que la tranquillité de son regard, dit, naturellement, c'est une coupole qu'il faut.
On dit oui, mais on y a bien pensé, mais personne ne peut la construire parce qu'on ne peut pas construire des coupoles aussi grandes. 89 mètres de diamètre, 107 mètres à la clé au-dessus du sol. C'est fabuleux. On n'a plus fait ça depuis l'Empire romain, si tant est qu'on l'a fait en l'Empire romain. Donc, les Florentins veulent bien lui faire confiance, mais sans trop y croire. Et pour finir, les démonstrations par calcul, et c'est la première fois dans l'histoire de l'art occidental qu'on dépasse, avec Brunelleschi et sa coupole, la méthode empirique, on monte, ça tombe, on recommence, on monte. Bon, c'est comme ça qu'on a construit nos cathédrales, ne l'oubliez pas. Eh bien, pour la première fois, à l'aide de calculs, il remporte la partie et on lui fait confiance, et il construit cette coupole totalement nouvelle. C'est une double coupole intérieure, coupole extérieure, choisie dans un matériau léger, la pierre de Naples, le tuf de Naples, et qui est montée assise par assise, sans échafaudage. Et croyez-moi que pendant les 14 ans que durera l'érection de cette coupole, les Florentins se lèvent tous les jours à 7 heures pour aller voir le jour où ça croule. Ils veulent être là. Eh bien, ça ne croulera pas. Le dernier jour sera posée la pierre ultime, la coupole tiendra, et Brunelleschi sera dès lors un demi-dieu de l'histoire de l'architecture. Alors voilà cette très belle Notre-Dame des Fleurs, Sainte-Marie des Fleurs, avec ces beaux appareils blanc-noir, encore un peu dans l'esprit du roman italien, comme à Sienne, si vous le voulez, mais surmonté par cette ambitieuse coupole, qui elle-même repose d'ailleurs sur un tambour octogonal. On lui a préparé un tambour octogonal, et à l'aide de chaînes intérieures, cette coupole est sous-tendue par le tambour, et donc tient admirablement. Alors, c'est quand même amusant de se dire, on cite toujours, à propos de coupole, Michel-Ange et son Saint-Pierre, alors que Brunelleschi a pensé sa coupole de façon tellement magistrale que je crois que les Florentins la croient atteinte de lévitation. On lui fait encore une confiance totale. Et pendant qu'il travaille encore à la coupole, mais qui pour lui est solutionné, donc ne pose plus de problème véritable, il s'attelle à d'autres monuments. Et en 1425, il signe un des premiers monuments d'esprit renaissant absolu à Florence, par la simplicité des lignes et par cette austérité toute florentine aussi du blanc et du gris. C'est le fameux hôpital des Innocents. Voilà donc notre Brunelleschi en train de lancer le goût florentin, ce goût pour la ligne essentielle, ce goût pour la simplicité ornementale, qu'il est le premier à avoir eu l'idée d'animer avec des médaillons de céramique vernissée, dus à son très proche ami Andrea della Robbia. Et vous savez bien entendu que ce jeu d'une pierre très très mate et très, je dirais, neutre, animé par la céramique, va être pendant presque un siècle comme un motto rémanent dans l'architecture florentine. Alors voilà donc un de ces fameux innocents emmaillotés si célèbres. Andrea della Robbia ayant d'ailleurs offert à l'entrée de l'hôpital l'admirable Annonciation que vous avez ici, qui est la première céramique vernissée en blanc-bleu monumentale qui ait été produite. L'hôpital des Innocents parlera, non plus pour le génie, ça c'est déjà fait par la coupole, mais pour le goût de Brunelleschi. Et dès lors, les plus grandes familles patriciennes voudront se l'attacher. Et les plus riches de tous, les Pazzi, en 1424, donc c'est juste nos années, obtiennent la collaboration de Brunelleschi pour se construire une chapelle votive dans la plus révérée des églises de Florence, c'est Santa Croce. Donc Brunelleschi construit en marge de Santa Croce, au fond collé au flanc de Santa Croce, le premier, on va appeler ça Tempietto un peu plus tard, le premier petit temple dans lequel l'esprit de l'Antiquité s'adjoint à un esprit de très grande luminosité chrétienne d'ailleurs, et ceci est peut-être la première merveille absolue de la Renaissance florentine, avec ce goût pour les ordres antiques que Brunelleschi est l'un des premiers à connaître, mais surtout à réactualiser en les traduisant dans l'esprit même de son temps, et affirmant là une fois de plus ce goût qu'il a déjà commencé à définir à l'hôpital des Innocents, mais qui prend là, alors là, vertu triomphale, je dirais, beaucoup de murs laissés aussi mat et blancs que possible, pour tout d'un coup s'offrir un accent de couleur somptueux, et par là même pour catalyser l'attention et créer ces fameuses lignes de tension qui amènent le visiteur jusqu'au cœur du temple. Tout est blanc dans le petit narthex de la chapelle des Pazzi, sauf cette demi-coupole superbe en céramique vernissée, qui est due cette fois au fils d'Andrea della Robbia, le plus fameux des céramistes, c'est Luca della Robbia, qui se met au travail ici. Et cette demi-coupole prépare alors la révélation de l'intérieur,
blanc et gris, comme Brunelleschi l'aime, avec une prise de lumière uniquement par les œils de bœuf que vous voyez manifester au long de la coupole, une coupole à nervures, très basse, très sereine, et soutenue par 4 médaillons, toujours de l'atelier des Della Robbia, montrant les 4 évangélistes. Et tout le jeu de la chapelle est uniquement un jeu d'arcs de cercle qui reprennent et reprennent sans cesse, avec une harmonie et en même temps une sérénité indicible, le volume même de la coupole. Alors, je voulais au moins vous montrer un des médaillons de Luca della Robbia parmi les évangélistes. Ici, c'est Saint Jean que vous connaissez bien à son aigle. Et je voulais peut-être juste profiter de cela pour rétablir une petite chose. À l'heure actuelle, les Della Robbia ne sont plus des artistes aussi appréciés qu'ils l'étaient jusqu'au début de notre siècle. Maintenant, combien de fois j'entends dans mes visites de musée, quand on a vu un Della Robbia, on les a tous vus. Bon, c'est peut-être pas si faux. Il y a eu un petit côté industriel chez eux. Mais je suis absolument persuadé que le grand tort de nos musées est d'en mettre partout, collés les uns aux autres, et à une hauteur complètement fausse. Luca della Robbia, comme son père Andrea della Robbia, a travaillé pour un architecte. Il faut que ces céramiques soient à hauteur architectonique et redescendues, elles deviennent tout simplement d'une assez effroyable fadeur, je dois admettre. Mais regardez, par contre, alors, dans ce jeu très mat des nervures de Brunelleschi, combien ce médaillon prend d'importance. Au fond, il faudrait s'offrir le luxe de leur rendre leur destination première, et je crois qu'on redécouvrirait les Della Robbia à leur juste valeur. En tout cas, je pense que pour l'architecture, on va en rester là. 3 des plus grands chefs-d'œuvre du plus grand architecte de tous les temps, Brunelleschi, datent des années Masaccio, si vous le voulez, c'est-à-dire le dôme de Sainte-Marie des Fleurs, l'hôpital des Innocents et surtout la chapelle des Pazzi. Sculpture maintenant, que se passe-t-il en sculpture? Eh bien, au moins la sculpture est au niveau de l'architecture. Je veux dire, de nouveau, c'est des œuvres divines. Le baptistère de Florence, devant ce dôme qui est en train de trouver son ultime parure, est un édifice ancien. Il s'agit de l'actualiser et Florence ouvre un concours pour la porte orientale, cette fameuse porte qui ouvre sur la cathédrale elle-même. Et en fait, beaucoup d'artistes concourront, ce sera l'occasion de triompher pour Ghiberti, et tout le monde connaît, parce que c'est une des 20 œuvres d'art les plus célèbres du monde, la porte du paradis de Ghiberti, vous l'avez devant vous. C'est la même année, toujours, c'est toujours les années 1425, à peu de choses près. Ghiberti travaillait un peu comme Brunelleschi, beaucoup sur l'étude du passé. Il a donc repris la vieille idée romaine d'une porte composée de 2 battants, divisés en un nombre égaux de compartiments carrés. 5 à gauche, 5 à droite, 10, comme au Panthéon de Rome à l'époque de Hadrien, exactement le même principe. Et dans chacun de ces médaillons, il raconte une histoire de l'Ancien Testament. Alors quand on met le nez vraiment sur ces panneaux, c'est saisissant, parce qu'on découvre alors que Ghiberti, outre d'être un sculpteur merveilleux et un bronzier merveilleux, est un véritable orfèvre. Et on se souvient dès lors qu'il a d'ailleurs commencé sa formation en tant qu'orfèvre. Je n'ai pris qu'un panneau dans lequel on va un tout petit peu se promener pour vraiment que vous vous rendiez compte du génie de l'œuvre. C'est le panneau de la création d'Adam et d'Ève et l'invention du péché originel, qui se trouve là. Alors, au premier plan, Dieu crée Adam, comme vous pouvez voir, et à l'arrière-plan, Adam et Ève pêchent déjà. Et j'aimerais simplement vous faire remarquer ce procédé qui est complètement nouveau dans le bas-relief, car il s'agit bien de bas-relief. Pour que le premier plan soit premier plan, les figures sont traitées en ronde-bosse. Le deuxième plan, les figures s'engagent. Et les plans successifs, les figures finissent par n'être plus que gravées ou presque dans le bronze. Et on a ainsi l'impression d'un espace comme infini qui se crée. Et c'est une de ces illusions dans lesquelles Ghiberti sera passé maître. Regardez la création de Ève, un tout petit peu plus loin, sur le même panneau d'ailleurs, on a donc Adam et Ève qui apparaît, mais comme elle est en train de naître, elle est traitée un tout petit peu plus en aplat que Adam, comme si vraiment elle émergeait de la matière avec une espèce de vivacité qui préfigure, mais avec génie, les nymphes de l'art nouveau, dont d'ailleurs elle a un tout petit peu, je dirais, la silhouette. Et dernier détail de ce même médaillon, la gloire de Dieu, avec les anges qui la soutiennent, et dans les lignes de ces anges, lignes des ailes et lignes des robes, je trouve qu'il y a là aussi une tension graphique qui montre bien toute l'attention que Ghiberti portait jusqu'au moindre détail de chacun de ces panneaux. Donc, dans l'ensemble comme dans le détail, c'est une œuvre qui, en sculpture, vaut au moins la révolution de Brunelleschi en architecture. Ghiberti n'est d'ailleurs pas seul sculpteur sur la scène, et il faut au moins parler du deuxième, l'autre. L'autre, c'est tout simplement Donatello.
Donatello est à ce moment-là au début de sa carrière et il signe en 1425 le Saint-Georges que vous avez sous les yeux pour la fameuse église de Orsan Michele. Je vous rappelle que Orsan Michele, que tout le monde connaît, parce qu'alors vraiment elle est au beau centre, n'est-ce pas? Orsan Michele venait de devenir une église. Vous vous souvenez tous, je pense, que l'étrange structure de cette église presque carrée, qui a l'air d'être faite de briques et de broc, est bel et bien faite de briques et de broc, puisque c'était un marché au grain, c'était un silo à grains, et sur un des piliers de ce silo à grains, il y avait une image de la Vierge qui s'est mise à faire tant de miracles et avec tant de constance qu'on a oublié le grain, mais par contre qu'on a amené les fidèles. Et dès lors, donc, on a installé à l'intérieur le magnifique ciborium que vous connaissez, avec la non moins magnifique Vierge de Orcagna, que vous connaissez aussi, je pense. Et le pourtour extérieur a été décoré de niches, et on a fait appel aux plus grands Florentins de cette époque-là pour les décorer des saints patrons de la ville de Florence. Or, San Michele devenait un petit peu l'église de l'âme du peuple de Florence. Ghiberti y travaillera, Verrocchio y travaillera, beaucoup plus tard encore, Giambologna lui-même y travaillera. Donatello y a travaillé pour donc le Saint-Georges que vous avez ici. Georges est un peu l'emblème de Florence. C'est le petit saint qui a vaincu tout seul un dragon. Comme David, un peu plus tard, sera le petit bonhomme qui a vaincu à lui seul un géant. Donc, autrement dit, c'était parler au cœur des Florentins que de montrer le petit homme qui réussit à triompher du monstre, comme Florence devait triompher du reste des factions politiques de la péninsule à cette époque-là. Le premier chef-d'œuvre, donc, de Donatello. Vous voyez déjà qu'avec Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, est-ce que vous avez vu? Le fleuron est atteint. Alors il y a un dernier art dont je dois vous parler, c'est la peinture, et une peinture de 1425, justement. Et là, je vous demande de vraiment bien regarder, parce que la différence d'école, de traitement, d'espace, de dramatisme, de tout, la différence avec Masaccio est tellement incroyable qu'elle en est d'autant plus saisissante. Alors, à ce moment-là, vraiment, on voit à quel point Masaccio a été révolutionnaire. Je dirais en effet que ce que vous avez sous les yeux est une admirable peinture, mais c'est une peinture qui regarde encore un tout petit peu en arrière. Je veux dire, c'est encore une peinture de tradition gothique. C'est ce gothique un peu attardé qu'on appelle, parce que c'est pratique, le gothique international. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'adoration des mages de Gentile da Fabriano, un des peintres les plus révérés de Florence en ces temps-là. Il est d'ailleurs très vénérable, c'est sa dernière œuvre. Et il est de fait que si dans la Vierge, l'enfant Jésus et le mage, on a encore quelque chose de très médiéval, Fabriano déjà crève, je dirais, ce qui a été jusqu'alors la limite même du médiévalisme, en remplaçant le fond d'or, jusqu'alors sacro-saint ou presque, par un paysage dans lequel on voit se promener le cortège des mages. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, je ne peux pas m'empêcher d'être sûr et donc d'affirmer qu'un très jeune peintre viendra regarder ce tableau et il y tirera l'idée première de sa version à lui du cortège des mages. C'est le fameussime Benozzo Gozzoli au Palais Médicis-Ricardi, où on a un même paysage avec le même cortège des mages se rendant en fait auprès de l'enfant Jésus, mais quelque chose comme 40 ans plus tard. Tout chez Gentile da Fabriano est d'ailleurs florentin de ton, je dirais. L'innovation du paysage parle bien pour cet esprit prospectif qu'a Florence à cette époque-là, et en même temps, je dirais, la préciosité de la peinture parle aussi pour le raffinement des Florentins. J'en veux pour exemple ce détail qui est juste derrière la Vierge, deux dames dont on se demande bien ce qu'elles sont venues fiche ici, et qui sont en train, regardez bien, d'évaluer les cadeaux des mages. Alors, disons bien que ça c'est très florentin, hein. Il y a quand même là le marchand qui parle, on va voir si c'est vraiment de l'or et combien ça pèse. Ces deux dames très siennoises de traitement et d'élégance, si vous le voulez, ont un côté, je répète, florentin, que je trouve absolument merveilleux. De même que d'ailleurs florentin encore chez Gentile da Fabriano, la foule qui l'a pressé sur la droite du tableau, des tas de gens qui accompagnent les rois et des chevaux et des chameaux et des guépards et tout ce que vous pouvez imaginer, des blancs, des rouges, des nègres, tout y passe, avec ce goût, si vous voulez, de l'ouverture des frontières et de l'ouverture des mondes, qui est tellement propre aux intérêts florentins de cette époque. Et c'est vrai que c'est une des premières fois qu'un peintre florentin traite avec une telle densité cette comédie humaine dont Florence était un des épicentres à l'époque. Mais tout de même, vous admettrez que si beau que soit cette adoration des mages, si admirable qu'elle soit, elle est encore un petit peu, je répète, du passé.
un tout petit peu du passé, car regardez en fait à quoi va nous ouvrir la nouvelle peinture. Voilà la première œuvre de Masaccio. Je vais maintenant en effet interrompre pour vous parler un peu en détail de Masaccio. Elle est encore sur fond d'or, je veux bien, mais regardez combien dans la Vierge, dans l'attitude de la Vierge, dans le visage de la Vierge, dans le dialogue avec l'enfant, il y a, je dirais, de nouveauté, cette fameuse nouveauté de l'émotion. Et quand on pense que Masaccio a peint cela quand il avait 18 ans et demi au grand maximum, on en reste véritablement confondu. Mais, comme je vous ai dit, vous ayant brossé un peu le panorama des grandes merveilles de la Florence de cette époque-là, maintenant nous allons centrer plus encore sur Masaccio, et j'aimerais vous dire les 2-3 choses que l'on sait de lui. Ça va être une biographie courte, parce que nous savons très très peu de choses. Ce que nous savons, c'est qu'il ne s'est jamais appelé Masaccio. Masaccio est un surnom. Il s'appelait Tommaso di Ser Giovanni di Monecassai, ce qui est imprononçable comme chacun a pu voir, en conséquence, abrégé Masaccio. Il est né à Castellano Valdarno en 1401. Et il mourra à Rome dans les premiers jours de 1428. Donc tout ce que vous allez voir ce soir, à partir de maintenant, a été fait en 27 ans de vie. Encore, il n'a pas commencé au berceau. Disons qu'il a commencé à 15 ans, 15 à 27, j'ai un sens aigu du calcul, ça fait 12 ans. En 12 ans de carrière. Alors, comme pour Mozart, comme pour Schubert, comme pour tout cela, on se dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait vécu normalement? Ben voilà, il n'a pas vécu normalement, et donc c'est d'autant plus précieux que nous soyons là ce soir pour voir ce qu'il a fait de plus beau. Nous savons que son enfance est entrée mystérieuse, fils d'ouvrier, mais un peu notaire, on ne sait pas très bien comment. Il est lâché par sa famille très tôt, et à 14 ans et demi, il quitte la maison et il part pour Florence. Est-ce qu'il part parce qu'il veut faire de la peinture, ou est-ce qu'il part parce qu'on lui dit de partir, ou est-ce qu'il part parce qu'il a envie de partir? Nous ne le saurons certainement jamais. Mais en tout cas, nous le retrouvons à Florence, et dès son arrivée, il se choisit un maître. Ce maître sera un peintre, lui donc sera peintre aussi. Et ce maître choisi s'appelle Masolino da Panicale. Masolino da Panicale, très célèbre à cette époque-là, très apprécié, vendant bien, je dois dire. Et si Masaccio le choisit, ça nous savons, c'est parce que Masolino avait la réputation d'être le meilleur fresquiste du monde, et que l'art de la fresque, si on l'apprend, il faut l'apprendre bien. Donc il a choisi son atelier. Ce gosse de 14 ans et demi a choisi son atelier pour avoir la meilleure formation. Il entre donc chez Masolino. Et là, il se passe quelque chose de très étrange. Masaccio, le petit Masaccio, ne sera jamais l'élève de Masolino, et Masolino ne sera jamais le maître de Masaccio. Dès le début, il y a une espèce d'incroyable contact, qui n'est pas le contact de maître à disciple, mais qui est le contact presque de confrère à confrère qui s'établit. Et même si Masaccio est tout au début et que Masolino est un homme célébré, il travaille véritablement main dans la main. Et c'est ainsi que le jour où M. Brancacci commandera la chapelle à Masolino, Masolino dira « je viens, mais je viens avec Masaccio et nous travaillons ensemble ». C'est très rare. Je vous rappelle que d'habitude, les maîtres faisaient faire tout le boulot par leurs élèves et signaient, mais que jamais aucun maître n'a dit « eh bien voilà, mon élève fera la gauche, moi je fais la droite, et les siècles jugeront ». Et c'est ce qu'a dit Masolino. C'est un espèce de contrat de qualité qu'il a proposé à l'éternité. Mais en même temps, c'est un contrat lourd, et pour l'un et pour l'autre, comme vous pourrez en juger dans un moment. Nous savons qu'ils ont signé 2-3 œuvrettes ensemble dans les années 1422-1423, mais qu'on commence à parler d'eux le jour où M. Brancacci fait appel à eux pour la chapelle. En 1424-1425, il travaille à cette chapelle. Nous verrons cela presque jour par jour, puisque tout à l'heure vous verrez tous les panneaux. Et en 1425, ils se séparent, pas du tout brouillés, non du tout, mais appelés à d'autres chantiers. Masolino va partir pour la Hongrie, où il ira travailler, et Masaccio va partir pour Rome, appelé qu'il est par des gens tellement plus hauts que les Florentins, les grands cardinaux de la curie romaine, que ça ne se refuse pas. C'est le cardinal Castiglione qui fera venir Masaccio à Rome pour peindre le grand polyptyque de Sainte-Marie-des-Neiges pour la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est basilique pontificale. C'est donc une promotion fabuleuse pour un type qui a 26 ans et demi, vous vous rendez compte? C'est vraiment la merveille. Masaccio part, nous savons qu'il revient de temps en temps à Florence pour mettre quelques touches encore à la chapelle Brancacci, qui est un peu laissée à l'abandon, il faut l'avouer, mais très rapidement, et un beau jour, Masaccio meurt, il vient d'avoir 27 ans. La mort, nous ne savons rien,
Maladie, on l'a dit. Je vous rappelle que comme beaucoup de fresquistes, il avait la mauvaise habitude de sucer ses pinceaux. Et je vous rappelle la quantité de plomb formidable que contenaient les pigments. Et on sait que beaucoup d'artistes ont été emportés par cette intoxication au plomb qui semble avoir été foudroyante chez Masaccio. Mais toujours est-il donc qu'il meurt en 1427, laissant tout inachevé. Tout est inachevé. Inachevé le polyptyque de Sainte-Marie-des-Neiges pour Sainte-Marie-Majeure, donc la grande commande des cardinaux, qui ne verra jamais le jour. Inachevé un polyptyque qu'il avait eu l'imprudence d'accepter pour Pise, et dont il reste quelques morceaux épars, nous les verrons dans un instant, et inachevé la chapelle Brancacci. Et comme Masolino refusera d'y revenir, comme Masolino refusera d'y rentrer parce que sans Masaccio ça ne veut plus rien dire pour lui, la chapelle Brancacci restera dans le silence pendant près de 65 ans, sans qu'on la touche. Et c'est les héritiers des héritiers de Brancacci qui vont en fait la faire terminer par le troisième génie qui travaillera là, c'est Filippino Lippi. Donc ce soir, je vais pouvoir vous parler dans un moment de l'apport jumeau, je dirais, et complémentaire Masolino-Masaccio, et puis du contrat formidable du tout jeune Filippino Lippi qui a eu le courage de terminer des œuvres de titan. Comme premier mandat d'artiste, il fallait vraiment être sûr de soi. Eh bien, il l'a fait, et nous verrons que pour les trois artistes, c'est un véritable triomphe que cette chapelle Brancacci. Mais avant d'y arriver même, je voulais bien sûr vous montrer ce qui reste de Masaccio, et là, il ne faut pas vous affoler, il n'y en a pas un catalogue fou, je vous rappelle qu'il a travaillé 12 ans. Alors, nous connaissons sa première œuvre, c'est celle que vous avez sous les yeux maintenant, celle qu'on appelle la petite Madone Cassinai. Elle a été commandée, ça a pu être établi depuis, pour un Siennois, Tommaso Cassinai, qui avait été élevé à la dignité cardinalice le 24 mai 1424. C'est minuscule, c'est une toute petite œuvre, et on risque toujours de la manquer, mais c'est quand même l'entrée dans la peinture de Masaccio que vous avez sous les yeux. Deuxième tableau de Masaccio, c'est une co-signature Masolino-Masaccio. Je me suis toujours demandé si, au fond, Masolino n'avait pas cherché à donner confiance à Masaccio dont il sentait la précocité, et le génie bien entendu, en lui proposant cette collaboration. Mais c'est quand même extraordinaire pour un être connu, consenti, de dire « j'ai la commande d'une Sainte-Anne et la Vierge, eh bien moi je vais faire la Sainte-Anne et toi tu vas faire la Vierge ». Je me demande si c'est vraiment pas comme une façon de le pousser, comme une façon de le presser en quelque sorte. Et le tableau a été livré à l'église San Girolamo de Florence. La Vierge est de Masaccio et la Sainte-Anne est de Masolino. De Masolino aussi, tout le cadre extérieur, sauf l'ange de droite qui est à l'heure actuelle reconnu pour être de la main de Masaccio. Et j'aimerais simplement que vous remarquiez que la différence de tempérament entre les deux artistes commence déjà à se voir là. Quelque chose de beaucoup plus monumental, quelque chose de beaucoup plus puissant, une espèce de côté bloc erratique dans les masses chez Masaccio, une beaucoup plus grande élégance, une beaucoup plus grande joliesse aussi chez Masolino. Alors, voyons un détail, le détail de la Vierge, pour que vous voyez ce type de modelé complètement révolutionnaire à l'époque. Souvenez-vous de la Vierge de Gentile da Fabriano, qui était lisse comme une Madone siennoise. Là, on sent vraiment le besoin de sculpter le visage de la Vierge, et même de sculpter presque à l'antique, je dirais, le corps de l'enfant. Il y a toute cette robustesse dans le traitement sculpturé de la réalité est totalement nouveau, et là, Masaccio s'y adonne avec une espèce d'indicible volupté. Bien. Puis, sitôt après ça, il y a la chapelle Brancacci. Je la saute, bien sûr, parce qu'elle va nous occuper ensuite longuement, et je vous montre simplement les toutes dernières œuvres retrouvées. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai dit, pour un banquier et notaire de Pise, qui avait le contrat d'une chapelle en l'église des Carmes de Pise, Masaccio a accepté le contrat d'un polyptyque. Alors, ce polyptyque, il ne sera d'ailleurs jamais complètement achevé, il l'exécutera dans les heures où il n'est pas à Brancacci et dans les heures où il n'est pas à Sainte-Marie-Majeure, autrement dit, dans les heures où il n'est ni à Florence ni à Rome. Alors, l'après-d'elle, c'est-à-dire ceux qui supportaient le polyptyque, racontaient en fait l'histoire des deux saints patrons de notre notaire, Saint Jean-Baptiste à gauche, et vous avez là la décollation de Saint Jean-Baptiste, qui est tout petit, bien sûr, d'échelle, et Saint Julien à droite, et vous avez là cet épisode incroyable de la vie de Saint Julien, qui est l'assassinat de ses parents. Il tue ses parents. Et j'aimerais vous faire admirer surtout cela, parce que vraiment ça me paraît sublime, c'est que tout, pour marquer la lourdeur du sommeil des parents, est traité dans une splendide jeu d'horizontale uniquement, ou de verticale complémentaire, et que seule une ligne vient former la diagonale, c'est la ligne de la brutalité, cette ligne rouge, qui est en fait Saint Julien, assénant donc
son bâton sur la tête de sa mère, puis sur la tête de son père. Et il y a déjà là, je trouve, dans cette toute petite chose, vraiment c'est comme ça, hein, il y a déjà là, je dirais, un sens dramatique de la composition qui annonce Brancacci. Et si à gauche il y a Saint Jean-Baptiste, si à droite il y a Saint Julien, au milieu de cette prédelle, il y a une scène superbe, c'est l'adoration des mages que vous voyez devant vous, avec le portrait du commanditaire, comme il se doit, ici, dans ce grand manteau bleu-gris et ses chausses rouges. Sur les panneaux latéraux, on avait commandé à Masaccio des grandes images de saints. En l'occurrence, vous voyez ici Saint-Augustin à gauche et un Saint-Carme à droite. Et j'aimerais simplement que vous remarquiez combien, au lieu de céder à la joliesse du drapé, au lieu de céder à la solennité du drapé, au contraire, Masaccio cherche à simplifier cette figure pour qu'elle devienne vraiment présente comme un roc. Le saint en rouge, le saint en blanc ont une solidité de roc qui rappelle un tout petit peu l'art de Giotto, si vous le voulez. D'ailleurs, Masaccio s'inscrit dans cette veine même du giotisme. Et deux autres panneaux latéraux ont été sauvés aussi, c'est Saint-Jérôme et de nouveau un Saint-Carme, là encore musée de Berlin, avec les mêmes qualités picturales que je viens de relever tout à l'heure. Le panneau central, qui par chance s'est conservé, lui, il faut aller à Londres pour le voir. Alors c'est Londres National Gallery que se trouve la partie la plus grande, 1,57 m de hauteur, montrant donc la Vierge et l'enfant sur un trône entouré d'anges musiciens. Superbe tableau, mais qui est toujours, quand on le appréhende pour la première fois, une déception terrible, parce que ça colle pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas pleinement heureux. La raison est extrêmement simple. C'est tout simplement que le bleu du manteau est tellement bleu, et le visage de la Vierge est tellement pâle, qu'on reçoit tout le manteau dans la figure, et qu'on voit plus du tout, ni le visage, ni le regard. Alors cela est dû simplement à ceci, qu'au cours des 16e, 17e et 18e siècles, qui sont des siècles ravageurs, on a tellement admiré le visage de la Vierge qu'à chaque fois qu'il y avait une mouche qui se produisait dessus, on appelait un restaurateur. Et de restaurateur en restaurateur, ils l'ont tellement usé qu'à l'heure actuelle, le visage de la Vierge et l'entier de l'enfant ne sont plus que des fantômes de peinture. Alors c'est ça qui est gênant. On a l'impression que les plans sont mal consentis. N'en mettez pas la faute à Masaccio, s'il vous plaît, mettez la faute sur les restaurations abusives des siècles passés. Le tableau, sinon, dans sa monumentalité en mandorle, vous voyez, la Vierge occupe une espèce de grande ovale qui évoque la mandorle surnaturelle. Le tableau est une composition absolument sublime. Et au-dessus de cette présentation, il y avait le fait, ce qu'on appelle le tableau de fête, ce qui marquait donc le haut, et ça c'est le plus beau panneau subsistant, parce qu'il est en bon état, ou presque, c'est la crucifixion. Autrement dit, on voyait la Vierge présentant l'enfant au fidèle, mais le fidèle pouvait déjà voir la fin du destin, et donc le sacrifice du Christ en haut. Et cet admirable tableau est aujourd'hui à Naples, le musée de Capodimonte. Tout à fait classique dans l'iconographie, le Christ, la Vierge, Saint-Jean, et au pied, Madeleine, en train de déplorer le Christ. Alors je pense qu'il y a une ou deux choses qu'il faut dire et qu'il faut remarquer. Point 1. J'ai parlé déjà assez de monumentalité des figures chez Masaccio, mais je crois que ça ne prend jamais autant d'effet que dans la Vierge, qui est absolument un roc de douleur. Et ne serait-ce que pour cela, d'ailleurs, une figure absolument fabuleuse. De même, d'ailleurs, que la Marie-Madeleine, traitée assez audacieusement, je dirais, en rouge, avec cette cascade de cheveux d'or dessus. Au fond, pour rendre compte de la révolte stridente de Madeleine, Masaccio l'ouvre comme une sorte de grande flamme, et par là même, elle met en évidence, elle nous rend témoins du sacrifice même du Christ. Une chose doit vous étonner dans le Christ, et ça étonne tous les visiteurs, c'est les curieuses déformations de son corps. Il a une espèce de cage thoracique en gorge de pigeon, pas de cou du tout, et la tête posée dessus. C'est gênant. Je vous rappelle simplement qu'une fois de plus, il faut en accuser notre consommation de l'art au XXe siècle. Nous voulons tout mettre à notre hauteur pour pouvoir mieux le lécher. Masaccio n'a jamais peint cette crucifixion pour qu'elle soit vue à la hauteur de l'œil. Elle a été faite pour être tout en haut d'un retable. Donc, elle était vue en anamorphose. Donc, Masaccio a simplement exagéré cette anamorphose comme si on voyait de très bas cette crucifixion et qu'alors elle prenait un poids symbolique encore plus violent. Donc, au fond, nous rétablissons, je dirais, ce qui n'est donc plus des erreurs d'observation, mais au contraire, simplement une liberté d'observation due au contre-haut que Masaccio voulait manifester dans cette œuvre si
Je vous ai amené un détail, c'est naturellement le détail de la Madeleine, parce que pour moi, c'est une des plus belles figures qu'ait jamais peint Masaccio, et c'est une des plus belles Madeleines de l'histoire de la peinture, par la violence même, et par la stridence même, et du traitement, et de la couleur. Alors ça, c'est le tout grand Masaccio. Et la dernière chose que je vous montre avant d'entrer à Brancacci, c'est ce que la critique s'accorde à reconnaître comme son ultime chef-d'œuvre. La dernière œuvre qu'il aurait achevée, c'est la fameuse Trinité de Santa Maria Novella. C'est certainement à la demande d'un Strozzi de Florence, qui avait des intérêts dans la chapelle de Santa Maria Novella, qu'il a peint contre l'un des murs une Trinité, c'est-à-dire en fait, si vous remarquez, une histoire du destin humain. L'homme est là, il est redevenu poussière, mais au-dessus de l'homme, il y a le fidèle, la foi, si vous le voulez, l'âme, si vous le préférez, représentée par les donateurs, qui eux-mêmes peuvent s'adresser à la Vierge et à Saint Jean en tant qu'intercesseurs, qui eux-mêmes peuvent s'adresser au Christ, qui lui-même a la voix de Dieu. Donc au fond, c'est une espèce d'extraordinaire, je dirais, pyramide de la transcendance chrétienne qui a été ainsi mise en œuvre par Masaccio dans un cadre architectural en trompe-l'œil tellement extraordinaire qu'on a presque l'impression de voir une niche sur laquelle auraient été posées des statues, si vous voulez. Et c'est cette espèce d'ambiguïté, je dirais, entre le trompe-l'œil et la peinture à proprement parler, qui donne une présence qui est insolite à cette œuvre ultime. J'aimerais simplement que vous essayiez de réaliser, mais c'est presque pas possible, Masaccio a créé et réalisé cette œuvre en 25 jours. Créé et réalisé en 25 jours. Et avec cela, je crois pouvoir vous dire qu'à 2-3 petites choses près, vous avez vu tout Masaccio, sauf ce qu'il y a de plus grand. Nous entrons maintenant dans la chapelle Brancacci, parce que je pense très important de dire 2 mots sur Brancacci. On connaît la chapelle, on sait la trouver, mais en règle générale, on ne se pose même plus la question de savoir qui c'est M. Brancacci et ce que c'est que cette église dans laquelle il a travaillé. Je commence, si vous permettez, par 2 mots sur l'église elle-même. C'est une des très vieilles églises de Florence. Elle a été élevée au XIIIe siècle finissant, pour être exact, en 1268, dans un style qui naturellement n'était pas gothique. L'Italie résistait au gothique au XIIIe siècle encore. C'était encore ce qu'on appelle le style roman, si vous le voulez, mais le roman à l'italienne. Et c'est dans ce style-là qu'avait été construite donc l'église du Carmine. Et naturellement, comme dans chaque paroisse, on avait divisé les chapelles latérales en autant de commanditaires mécènes qui après s'occupaient de l'église, et la famille Brancacci, qui existait déjà, avait eu droit à la dernière chapelle du transept de droite. Et c'est là qu'en fait, ils vont exercer jusqu'à l'époque de Masaccio. Alors, quand Felipe Brancacci, celui de Masaccio, entre en scène, la chapelle est un peu de briques et de broc. On sait que le plafond était bleu avec des étoiles dorées, on sait qu'il y avait un demi-vitrail parce qu'on n'avait jamais pu payer un vitrail complet au fond, on sait que l'autel était en faux marbre, c'est-à-dire en bois peint façon marbre, enfin on sait que cette chapelle c'était n'importe quoi. Mais Felipe Brancacci est un homme tellement riche et tellement ambitieux qu'alors lui il décide d'y mettre le paquet, et un peu comme auraient fait les Médicis, je deviendrai immortel en créant une œuvre immortelle. Il consacre donc une très grosse somme d'argent à faire restaurer la chapelle, préparer les murs et trouver des artistes. Et il trouve donc Masolino, lequel Masolino dit je viens, mais je viens avec Masaccio. Et donc ils se mettent au travail les deux. Alors qui était ce Felipe Brancacci? Commerçant comme papa, comme grand-papa, comme tout le monde, bien sûr, mais il a un monopole qui le rend plus riche que tous les autres. Il a le monopole de la soie. Et je rappelle que c'est quand même le siècle où nous, occidentaux, découvrons la soie. Alors il a le monopole de la soie. C'est donc un homme qui connaît admirablement les comptoirs du Proche-Orient, notamment le Caire et Antioche, et c'est un homme qui au fond a de lointaines ramifications jusqu'en Chine, où on s'approvisionne quand on est un bon Florentin. Donc c'est un homme très universel, ce Felipe Brancacci. Et comme Florence a besoin de son argent, on le couvre d'honneurs, et comme il n'est pas aussi prudent que Cosme de Médicis, les honneurs, il les accepte. Lorsque Florence décide donc d'avoir une politique maritime, on crée le titre ronflant de consul de la mer. C'est beau, ça. Être florentin et consul de la mer, je trouve ça divin. Eh bien, quand le titre est créé, et qu'il veut dire tout simplement, vous vous occuperez de voir comment vont nos intérêts par les ports de là-bas, eh bien, c'est Felipe Brancacci que l'on choisit. Il devient consul de la mer. Et plus tard encore, on le nommera ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, je vous en prie, auprès du sultan d'Égypte. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que dans ces années 1410-1420, ce Felipe Brancacci va partir pour le Caire 3 fois.
et en fait connaîtra l'Égypte. Peut-être même qu'il a visité les pyramides, allez savoir. Toujours est-il donc que, comme je l'ai dit, il est influent, connu, riche, cultivé et pas peu fier de l'être. Donc sa chapelle doit être admirable. Alors maintenant, nous n'avons plus qu'à admirer et regarder. Alors voilà la vue d'ensemble de la chapelle Brancacci. C'est sinistre au dernier degré, j'admets, parce que, hélas, il y a eu des descendants. Et au XVIIe siècle, une princesse Colonna, lointaine et indirecte descendante des Brancacci, va menacer de mettre tout dans l'esprit baroque. Elle le fera d'ailleurs, regardez, toutes les plaintes ont été refaites, la balustrade refaite, le plafond refait. C'est tout juste si Masaccio n'y a pas passé. Et pour peu, on aurait eu du bleu ciel et des putti, ça va de soi. Et en 1771, l'entier du Carminet brûle en une nuit. Un cierge qui tombe à minuit, enfin bref, l'église prend feu. Tout est détruit, tout le Carminet est détruit, sauf la chapelle Brancacci, la seule qui reste debout, et elle est intacte. Les Florentins de la paroisse parleront même de miracle. Alors on reconstruit l'église autour de la chapelle Brancacci, et naturellement que, comme le goût a changé en 1771, vous le savez bien, c'est le goût néoclassique, on décide de faire une belle église néoclassique. Alors tant qu'à faire, pourquoi pas rendre aussi la chapelle Brancacci néoclassique? Et le comble, on choisit l'artiste. Et le comble, c'est que cet artiste, je vous en ai parlé souvent, et le comble, c'est que je le poursuis de ma bave indigne depuis des siècles. Mais aujourd'hui, je lui rends alors tous les honneurs qu'on lui doit. Ce peintre, c'est Raphaël Mengs, qui, à mon avis, est le plus mauvais peintre de l'histoire de la peinture, mais celui qu'il a le moins souvent admis, hélas. Eh bien, Mengs, qui n'a fait que des immondices sur tous les plafonds couronnables d'Europe, a au moins ce mérite assez fabuleux d'avoir refusé de toucher à la chapelle en disant « Jamais moi, je ne détruirai une œuvre aussi grandiose ». Eh bien, croyez-moi, dans la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait peut-être qu'un homme au monde qui était capable de comprendre encore la peinture du XVe siècle, et c'était Mengs. Donc je suis sûr que rien que pour cela, il siège à la droite de notre Seigneur sur un nuage rose. Alors voilà comment a été donc sauvée la chapelle Brancacci, et maintenant vous la voyez un peu mieux, mais toujours disons dans ses aspects un peu généraux, et nous l'abordons maintenant, et je vais vous dire qu'après avoir longuement hésité sur la façon de vous la présenter, j'ai décidé de vous la présenter dans son entier. C'est-à-dire, il est injuste de ne présenter que les Masaccio, car après tout, c'est Masolino qui a permis l'entrée de Masaccio, et ils ont voulu travailler ensemble. Et en me décidant à ce choix-là, je me suis rendu compte que très souvent, ces deux génies ont travaillé en totale complémentarité. Le génie de l'un complétait le génie de l'autre. Et je trouve que Masaccio est rehaussé par Masolino, Masolino est exalté par Masaccio. Et il faut voir l'ensemble. Nous allons donc voir l'ensemble, et même les parties de Filippino Lippi, et ça sera ainsi une occasion de rendre hommage à trois des plus grands fresquistes de tous les temps. L'histoire racontée, c'est l'histoire de Pierre, mais ça commence quand même au péché originel. Alors, on a là deux premières peintures où je vous demande de bien regarder, parce que l'une est de Masolino, l'autre est de Masaccio. C'est deux épisodes qui se suivent bibliquement à la minute près, mais vous allez voir l'incroyable différence de ton. C'est Masolino qui a peint le péché originel. Adam à gauche, Ève à droite, et le serpent qui naturellement a la tête d'Ève, comme il se doit, n'est-ce pas, dans l'esprit médiéval encore, au-dessus. Alors, j'aimerais simplement que vous remarquiez la douceur des modelés, l'élégance des modelés, la douceur des visages, surtout d'ailleurs du visage d'Adam, voilà le visage admirable d'ailleurs du Christ, marque bien qu'il a un sens d'un raffinement incroyable du modelé, du moindre rendu du modelé dans le visage, ça c'est vrai, mais qu'à côté de ça, tout s'exprime par une douceur, tout s'exprime même, j'oserais presque dire, par une joliesse extrême, et qui est peut-être un peu fatale dans certaines parties d'œuvre. Quand on regarde de très très près, on se rend compte avec quelle audace c'est peint. Regardez juste ces petits accents brossés de blanc qui font juste tourner les yeux de cette Ève serpent. Ou regardez la façon de mettre ce turquoise qui prépare les écailles du serpent sur la chair blonde de l'Ève. C'est admirable comme type de travail, mais je dirais qu'il aborde le mur un tout petit peu comme un miniaturiste, si vous le voulez, avec un sens du courtois qui est extrêmement marqué. Eh bien, juste en face de cette première œuvre, signée par Masolino, il y a la suite, signée par Masaccio. Même échelle et même hauteur, mais regardez ce que le ton change. Et c'est là, comprenez-vous, qu'on ne peut pas admettre que Masolino ait accepté qu'il y ait Masaccio, puis qu'il ait été dépassé par Masaccio, comme le disaient tous les historiens d'art du siècle passé.
Jamais Masolino aurait laissé signer une chose pareille et ensuite aurait continué. Il aurait abandonné le chantier. Si donc il a continué, c'est qu'il voyait une complémentarité. Et je vous disais, cette complémentarité crée la polyphonie de cette chapelle. Alors, voilà donc de Masaccio. Adam et Ève, le péché originel est commis et ils sont chassés du paradis. Alors, vous voyez, c'est un tout autre rapport avec la ligne, la forme, la couleur et la masse. Beaucoup de clair-obscur, qui donne d'ailleurs un très très grand dramatisme à ce couple-là. Une architecture des corps beaucoup plus robuste, et on a dit, beaucoup plus inspirée des volumes de l'art néoclassique, de l'art antique, si vous le préférez. Mais surtout, et ce qui me paraît tellement extraordinaire, une liberté de pinceau totale. Masaccio ose déformer un corps si cette déformation veut dire quelque chose. Et regardez le poids énorme de la jambe gauche d'Adam. Mais quand on se rend compte que c'est cette jambe gauche qui est la dernière à quitter le paradis terrestre, on se rend compte que cette jambe gauche est le boulet. Il aimerait revenir en arrière. Et Masaccio le rend très bien. Il y a un poids qui tire en arrière Adam de façon absolument extraordinaire. Alors, dans le détail, c'est encore plus extraordinaire que dans l'ensemble. Je voulais vous montrer la pathétique tête d'Adam. Je crois qu'on a peint beaucoup d'Adam chassés du paradis terrestre depuis Uccello jusqu'à Rouault, mais jamais personne ne l'a montré avec une affliction stridente aussi forte que Masaccio l'a fait. Mais surtout vous montrer le visage d'Ève, parce que c'est certainement un des visages les plus bouleversants de l'histoire de la peinture. Et, hormis le fait que ce visage d'Ève est très très connu aujourd'hui, découpé comme cela, je me demande si on arrive à dire c'est de la Renaissance florentine. On pense à Goya, on pense à une quantité d'artistes qui vraiment, eux aussi, déforment le visage, mais beaucoup plus tard, pour pouvoir exalter l'impression de cri et de douleur qui est ici tellement admirablement manifestée. Donc, un premier couple de peinture, Masolino-Masaccio, pour 2 épisodes de la Genèse. Et ensuite commence l'histoire de Pierre. Or, les récits choisis sont tirés pour un seul des évangiles. Pour le reste, il a fallu à Masaccio et à Masolino se prendre naturellement le livre des apôtres, et ils ont emprunté pour enrichir à la légende dorée. Alors, le seul passage évangélique, c'est ceci, et je vous rappelle, c'est une histoire, si j'ose dire, toute bête. Le Christ et les disciples allaient entrer à Jérusalem quand le collecteur se présente devant eux et leur dit, si vous entrez, il en faudra payer un stater. C'est le droit que vous devez à la collecte pour le temple. Et naturellement que les disciples se sont fait les fonds des poches, personne n'avait rien. On s'apprêtait donc à ne pas pouvoir entrer dans Jérusalem quand le Christ dit à Pierre, va dans le lac et tu trouveras le stater. Et Pierre se rend au lac et de la gueule d'un poisson, il tire le stater, il remet ensuite au collecteur d'impôts. C'est une toute petite scène, je dirais, qui est expédiée en 3 versets et demi dans l'Évangile, mais qui est choisie ici par Masaccio, et où, pour la première fois dans le récit, il nous présente donc ces groupes de personnages où, de nouveau, la puissance des drapés, la puissance des silhouettes donne mais vraiment valeur d'absolu à ce qui pourrait n'être au fond qu'une anecdote. Alors c'est vrai que cette mise en scène, cette composition en grande toge donne un ton d'une étonnante solennité à cet ensemble, mais plus que cela, je dirais, les visages, les expressions de ces visages, la colère, la révolte, l'attente, la crainte, que sais-je encore, ils sont exprimés avec une telle diversité qu'on en reste absolument confondu, bien sûr. Alors j'ai choisi, et c'est surtout cela qu'une conférence comme cela permet, vraiment d'isoler ces visages pour que vous les voyez bien. Regardez l'attente, mais alors l'attente, mais vraiment aux lèvres près, je dirais, de Saint Jacques le mineur, ici, qui attend vraiment ce que le Christ va dire. Et je voulais vous montrer aussi le calme olympien de Saint Jacques le majeur, une des plus belles têtes d'ailleurs de ce tribut, comme si lui savait qu'il peut faire une confiance absolue en le Christ et sa décision et sa prophétie en quelque sorte. Je voulais vous montrer aussi le visage de Pierre. Vous avez remarqué dans la composition, le Christ simplement désigne Pierre, et Pierre désigne le lac, l'air de dire, mais est-ce que vraiment... Et vous remarquerez chez Masaccio cette façon très curieuse de peindre Pierre, mais qui correspond très très bien, en fait, aux Écritures. Pierre est un emporté, Pierre est un sale caractère, il faut bien le dire quand même, qui entre très souvent dans des colères noires, mais qui en même temps une espèce de foi aveugle, d'autant plus aveugle qu'il doute parfois. Et je trouve que tout ici est admirablement rendu. On sent la colère parce qu'on ne les laisse pas entrer, on sent le doute d'être appelé par le Christ, et on sent surtout le doute de savoir qu'il va falloir aller pêcher de l'argent dans un lac. Tout cela, je trouve, est admirablement rendu par Masaccio.
Et le Christ, au milieu de tout cela, reste complètement souverain, si vous remarquez, un visage parfaitement lisse, et un visage tellement lisse qu'on dirait presque qu'il n'est pas de Masaccio. Et vous savez que pendant longtemps, les historiens d'art ont dit, naturellement, le tout jeune Masaccio a peint le tribut, oui, mais le visage du Christ est trop doux, il l'a donc fait peindre par Masolino, parce qu'il était trop jeune pour peindre le Christ. Eh bien, depuis qu'on a fait la restauration, on a pu se conforter dans l'absolue certitude que la tête du Christ est de Masaccio. Mais c'est une sorte d'hommage à Masolino qu'il a fait là. Il a pris, si vous voulez, ce ton un peu ectoplasmique, si propre à Masolino, et ça donne vraiment encore plus, je dirais, de solitude au Christ dans ce groupe d'hommes robustes qui l'entourent. Ça lui donne justement ce côté un tout petit peu apparitionnel, pourrait-on dire. Puis donc, la scène se déplace sur la gauche, Saint-Pierre concentré à trouver son poisson et à lui décider à ouvrir la gueule, là, son gros brochet. Regardez aussi cette tête de Saint-Pierre, c'est peint de façon tellement étonnante que qui penserait au XVe siècle, admettez. Et voilà les mains qui tirent le satère de la gueule du poisson. Et là aussi, des mains brossées avec une espèce de rapidité qui est vraiment très très déconcertante. Et retour à l'extrême droite avec un Saint-Pierre qui a retrouvé cette espèce de masque de solennité qui est le sien bien souvent. Il a l'argent en main, il paye le passeur, et donc l'expression a de nouveau changé. Plus de surprise, plus de colère, plus de révolte, mais vraiment l'obéissance à l'ordre qui lui a été donné par le Christ. Dernier détail que je vous montre, parce qu'il est très beau, je trouve, c'est la main de Pierre glissant l'argent dans la main du passeur. Là encore, voyez la façon souveraine avec laquelle Masaccio est capable, jeune comme il est, de traiter ces raccourcis si difficiles dans la représentation des mains. Et comme on s'est beaucoup promené dans ce tableau, revoilà l'entier. Voilà donc ce que je vous montrais tout à l'heure, le Christ désignant le lac, Pierre désignant le lac comme pour dire non mais vraiment c'est là que je dois aller, la pêche du stataire ici et le paiement là. Et je voulais encore vous rendre attentif à une chose, c'est au paysage. Un paysage comme seul Masaccio à l'époque est capable de les peindre, c'est un paysage lunaire. Il y a dans ce paysage complètement recomposé et retranscrit quelque chose qui semble annoncer les paysages affolants d'un Caspar David Friedrich. C'est pas du tout les doux paysages toscans de Masolino, vous verrez tout à l'heure. Il y a donc vraiment un aspect visionnaire dans cette fresque qui méritait d'être encore une fois signalé. Juste à titre informatif, ceux qui viennent de se pencher sur cette fresque à l'occasion de la restauration et de la travailler, y voient maintenant une allusion certainement politique. Cela correspond à l'année où Brancacci a été nommé consul de la mer, et certainement c'est une façon de le rappeler, car après tout, l'argent vient de l'eau, l'argent vient de la mer. Puis ensuite, nous allons voir les autres fresques dans leur entier et dans le détail, je répète, en suivant maintenant l'histoire de Pierre. Et ainsi nous passerons de Masolino à Masaccio, de Masolino à Masaccio, et même à Filippino Lippi, avec quelques détails à chaque fois, en vous demandant simplement d'être assez attentif pour voir ces différences de traitement qui sont tellement formidables. Ici, nous sommes plus loin dans l'histoire de Pierre, le Christ est mort, Pierre a pris avec Paul, je dirais, son indépendance, et ça, nous sommes juste après la Pentecôte, selon les Actes des Apôtres. Juste après la Pentecôte, ce fameux jour où Pierre admonestera les gens de Jérusalem en leur disant, habitants de Jérusalem, oubliez votre vie mauvaise, détachez-vous de vos péchés, détachez-vous de vos souillures, trempez-vous dans l'eau pure et rejoignez le Seigneur. C'est donc le fameux sermon de Pierre. Alors, il nous est montré ici par Masolino, mais c'est très beau, je ne dis pas, le drapé est d'une très grande efficacité, mais j'espère simplement que vous notez, surtout dans les personnages, un manque, je dirais, d'expression que tout à l'heure, la vision de Masaccio rend un tout petit peu insupportable, je dirais. Voilà un de ces détails où c'est vrai qu'on a l'impression d'une surprise, mais d'une surprise qui est encore un tout petit peu à ras les herbettes, si vous voulez. C'est magnifiquement peint, mais ça ne va pas tellement plus loin. Alors, les habitants de Jérusalem entendent Pierre les inviter à se laver de leurs souillures, et donc ils acceptent le baptême. Le tableau complémentaire, c'est la suite exacte, c'est ce qu'on appelle le baptême des néophytes. C'est l'eau qui lave des souillures. Et là, ça n'est plus Masolino, c'est Masaccio. Et regardez, le monde a changé. Même Pierre a pris ici une espèce de présence étonnante, mais la présence est surtout accordée aux néophytes, dans lesquels il y a des études de nus qui comptent parmi les premières de la Florence de l'époque et qui ont été, pendant des siècles, extrêmement admirées. Vasari admirait particulièrement ce personnage-ci, le personnage qu'il appelait le frileux, ici, qui est étonnant.
Mais le fait est que quand on regarde dans le détail, alors on se rend compte une fois de plus de la vigueur et de l'audace de Masaccio. Regardez le bol et l'eau qui est versée sur la tête du premier néophyte par Pierre lui-même. Regardez le néophyte, qui est d'ailleurs assez extraordinaire de physique. C'est de physique d'une robustesse antique, une fois de plus, robustesse de gladiateur ou presque. Et regardez dans ce physique robuste la beauté extraordinaire de la tête. Ça, c'est peut-être un des plus beaux détails de toute la chapelle. Masaccio a complètement brossé les couleurs pour donner l'impression que les cheveux sont détrempés par l'eau. C'est traité avec une espèce de liberté presque abstraite, je dirais. Mais sous cette liberté, on voit apparaître un profil d'une beauté et en même temps d'une ferveur, même s'il est aveugle, c'est absolument étonnante. Et surtout, Masaccio a un tel sens de ce qu'il nous raconte, un tel sens de l'histoire qu'il est en train de narrer, que les personnages reflètent, je dirais. Alors, à gauche, vous avez peut-être vu dans la composition entière, il y a des témoins. Eh bien, les témoins regardent ça, mais vraiment l'air de dire qu'est-ce qui va se passer. Alors que tous ceux qui sont les néophytes et qui, eux, participent à l'action, au lieu de dire « nous sommes témoins », attendent, et attendent avec cette espèce de stupeur, et je dirais presque à la limite avec cette espèce d'angoisse qui appartient à une grande initiation. Le baptême était quand même pour ces néophytes une initiation. Et vous remarquerez, il y a une crainte, il y a une angoisse qui est absolument étonnante. Et il faut bien un Masaccio pour rendre justement cette expression d'angoisse que tous les néophytes manifestent de façon absolument bouleversante. Alors je crois que, comme tout à l'heure, l'Adam et Ève, Masolino, Masaccio, de nouveau, cette prédication et ce baptême, qui se complètent parfaitement bien, nous montrent la différence de tempérament entre les deux artistes. Puis commence la grande série des miracles de Pierre. Alors, le premier miracle, attesté par les actes des apôtres, c'est la résurrection d'une femme méritante, c'est la fameuse Dorcas, la gazelle. Alors, Pierre a été appelé pour ressusciter cette femme dont la mort était, au fond, imméritée, et il la ressuscite. Et du même coup, comme la fresque était grande, deux personnages qui sont des Florentins du XVe servent de séparation entre un deuxième miracle, qui est la guérison d'un paralytique que vous avez là, devant la belle porte du temple de Jérusalem. Alors, cette belle scène est de Masolino. C'est Masolino en plein. Alors, quelles en sont les qualités? Première qualité, un rendu fait comme une sorte de témoignage de ce qu'était la vie florentine du XVe. L'urbanisme est celui de Florence, les maisons et leur répartition c'est celle de Florence, la couleur des murs est florentine. Les habits des personnages sont florentins encore et sont un véritable reportage, je dirais, sur la Florence de ce temps-là. Et dans cette réalité florentine sont ajoutés, je dirais, les deux miracles de la résurrection de Dorcas et de la guérison du paralytique, traités d'ailleurs selon deux diagonales qui sont absolument complémentaires, si vous remarquez, ce qui donne à l'entier de la fresque l'équilibre presque d'un fronton à l'antique, admirablement composé, mais avec toujours, je dirais, ce sens du détail, ce sens de la joliesse qui fait que ça remporte tous les cœurs, mais je dirais pas que ça fait spammer. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez très bien. Alors, regardez par exemple ici, toutes ces nuances de rose, tous ces gris et ces bleus-gris, juste cette petite touche de vert sombre avec les pots de basilic au balcon, le petit linge oublié, tout cela est absolument merveilleux, mais ça apporte un peu le même plaisir, je le disais au début, qu'une miniature, si vous le voulez. De même, je dirais, dans les personnages, il y a aussi une forme de joliesse infiniment virtuose, mais certainement pas, et nous l'avons vu déjà, et nous le reconstatons maintenant, la robustesse de Masaccio, même dans le visage de la religieuse qui assiste à la résurrection. C'est un sublime visage, mais qui ne marque absolument pas la stupeur face au miracle que Masaccio, lui, sans doute aucun, aurait exalté de façon sans doute souveraine. Donc je dirais vraiment que le ton aristocratique de la peinture de Masolino l'empêche de décoller avec la vigueur de Masaccio. Et c'est peut-être pour cela que Masolino s'est senti tellement complémentaire de Masaccio. La force de l'un retrempait la virtuosité de l'autre, et peut-être la virtuosité de l'autre tempérait les excès de l'un. Toujours est-il que ainsi a été fait le choix. Épisode suivant, et de nouveau, nous voilà en présence de Masaccio, c'est le moment de la distribution des biens. Nous sommes en l'occurrence ici aux portes d'Antioche. Pierre a demandé aux fidèles de réunir leurs biens et de les distribuer aux pauvres. Et parmi les fidèles, il y a un dénommé Ananias, comme chacun sait, qui vient de vendre un champ pour 200 francs
mais n'avoue que 100 francs, histoire de sauver 200 francs. Bon, Pierre reçoit les 100 balles de Ananias et lui dit, Ananias, Ananias, me feras-tu croire que ton champ, tu l'as vendu 100 francs? Et Ananias tombe raide mort. Ça s'appelle le châtiment d'Ananias. En fait, c'est tout simplement une sinistre histoire de prévarication. Alors voilà Ananias mort ici, et voilà donc ici Pierre distribuant les biens d'Ananias au peuple. C'est Masaccio, mais c'est un panneau sur lequel je vais passer un peu plus vite. C'est le seul qui a souffert du fameux incendie de 1771. Ce qui fait qu'on est vraiment forcé d'aller dans les détails, et dans les détails qui ont été très récemment restaurés, pour retrouver l'admirable ton de peinture de Masaccio, notamment cette audace extraordinaire d'avoir mis en pleine lumière le visage de la mère et en pleine ombre le visage de l'enfant, mais en les rendant si complémentaires l'un de l'autre. C'est un jeu de clair-obscur qu'il faudra attendre un Caravage pour voir généralisé dans la peinture. Masaccio l'a comme déjà pressenti, et ne serait-ce que cela est à mon avis absolument génial. Et puis, vous voyez, dans la partie brûlée, que là, même les restaurateurs les plus habiles n'ont pas pu entièrement restaurer, je voulais vous montrer la surprise des gens, la surprise de ces témoins en marge qui assistent à l'effondrement d'Ananias, qui certainement dès lors payeront juste, comme vous pouvez voir. Et le fameux épisode abîmé du châtiment d'Ananias est complété par un deuxième, c'est encore Masaccio, ici donc, là il a travaillé sur ces deux panneaux complémentaires, c'est Saint-Pierre sortant de la ville et guérissant les malades par sa seule ombre. Alors ce qui est merveilleux, je trouve, c'est la perspective urbaine qui vraiment donne, comment vous dire ça, l'axe de la marche de Pierre. Pierre avance avec une espèce de rigueur presque divine, si vous le voulez. Et cette rigueur est accentuée par la perspective même de la rue. On a l'impression d'une marche comme ça qui sera infinie. Et vous voyez qu'au long de cette marche se sont amenés les déshérités, les malades et les infirmes, et le passage de l'ombre de Pierre, donc, les guérit. Et dans les visages, les expressions, notamment de ferveur, sont tellement extraordinaires qu'il valait la peine de les isoler. Je signale que l'homme à la capuche rouge qui est là est reconnu par les historiens d'art comme un portrait de Masolino, Masolino tel qu'il était quand il a peint la chapelle Brancacci, en tout cas. Alors j'aimerais simplement que vous regardiez combien de très près c'est différent de Masolino. Et vous avez vu que pour rendre la profondeur de ce regard, Masaccio gratte un coup de bras, simplement clac, clac, comme ça, de façon à rentrer l'œil dans son orbite et à donner à ce regard blanc la ferveur qui est la sienne. C'est peint avec une vigueur qui est à l'opposé du tempérament porcelané de notre Masolino. Et la tête du bossu du deuxième plan, lui alors exprimant presque l'espoir de la guérison, alors que le Bancroche de tout à l'heure, dans cette idiotie qui est la sienne, attend tout simplement, mais sans savoir vraiment quoi. Alors, dans ce panneau-ci, qui est un des moins souvent montrés, je trouve qu'il y a une immense intensité dramatique chez Masaccio. Surtout quand, après avoir vu tous ces visages marqués par la douleur, l'espoir, la ferveur, la foi, etc., on isole le visage de Pierre, qui lui avance droit dans sa rue, et vraiment aussi droit que la rue, hein, avec cette espèce de monolithisme que nous lui avons déjà vu adopté dans les représentations précédentes. Mais il faut que l'histoire avance. Pierre est trop connu, donc, fauteur de troubles et de miracles, il est emprisonné à Antioche. Et Paul est envoyé par Théophile, préfet d'Antioche, qui lui propose un marché. Si tu réussis à ressusciter mon fils mort il y a 14 ans, alors tu seras libre. Et Pierre a dit, je ne sais si je peux ressusciter ton fils, Dieu seul pourrait y pourvoir. Alors, voilà une scène qui nous montre donc Pierre en prison et Paul qui lui propose ce marchandage de Théophile. C'est un très beau morceau de fresque, mais je pense que vous voyez, ça n'a rien à voir ni avec la joliesse de Masolino, ni avec la violence de Masaccio. C'est Filippino Lippi que vous avez là. Donc, ceci est peint quelques 60 ans après la mort de Masaccio par ce très jeune artiste qui deviendra un des tout grands renaissants, mais très jeune artiste qui ose donc compléter et terminer ce que l'illustrissime ancêtre avait laissé de côté. C'est par cette peinture-là qu'il a commencé sa première intervention de Lippi à Brancacci. Donc, j'ose dire c'est la moins bonne. J'ose donc dire que je passe un peu comme chat sur braise pour arriver à l'épisode suivant. Théophile sort Pierre de prison, l'amène au tombeau de son fils, et Pierre réussit le miracle de faire revivre les os du fils de Théophile devant Paul éperdu, les habitants d'Antioche éperdus. Et alors il y a cette très belle phrase de Théophile, Pierre, je te suis reconnaissant,
Et pour que tous puissent exprimer ma reconnaissance, je te construirai une belle maison au centre de laquelle j'installerai une cathèdre, et du haut de cette cathèdre, tu pourras parler au peuple. Phrase fabuleusement prophétique, tellement prophétique qu'il fallait bien la légende dorée pour l'avoir inventée. Mais toujours est-il, la partie de droite nous montre la maison construite par Théophile et la fameuse cathèdre, qui est naturellement la préfiguration du trône pontifical que Pierre créera à Rome quelques années plus tard. Alors, dans cette presque sublime de mise en page, où on a vraiment les deux maîtres du monde, le maître temporel, Théophile, préfet de Rome, le maître spirituel, Pierre, et deux trônes, au fond, qui se font face, entre les deux, il y a donc ce miracle. Tout cela est une mise en scène de Masaccio. Mais il avait commencé cette œuvre, je dirais, il en avait fait la moitié quand il a dû partir pour Rome. Donc, de Masaccio est toute la partie des personnages de gauche ici, et toute la partie de droite, là, toute cette partie-là. De Masaccio, toute l'architecture est cette admirable ouverture à un jardin. Mais par contre, le centre est de Filippino Lippi, et c'est là que Lippi avoue avoir le plus tremblé, parce qu'il fallait vraiment créer, à côté d'un personnage de Masaccio, son voisin, et lui, jeune Lippi, c'était assez difficile, croyez-moi. Alors voilà donc, entre autres, la partie de Filippino Lippi, qui, bon, vaut ce qu'elle vaut, mais naturellement, c'est plus Masaccio, il n'y a pas de doute. Alors, c'est en isolant les têtes des témoins signés par Masaccio que vous allez voir les plus extraordinaires visages de toute la chapelle Brancacci. On a vu des visages fabuleux comme celui d'Ève, comme celui des néophytes qui avaient cette peur du baptême, comme celui des infirmes de tout à l'heure. Mais là, il s'agit simplement de portraits, je dirais, et même de portraits florentins. Et il y a des historiens d'art qui se sont essayés et s'essayent encore à mettre des noms sur chacun de ces portraits. C'est possible, la coutume à l'époque voulait qu'on mette les amis du commanditaire dans une scène de miracle, ça les lavait de leurs péchés aussi. Bon, enfin, en tout cas, à voir la façon dont Masaccio aborde le profil d'un homme, on voit bien qu'il l'a observé, cet homme. Ce sont bel et bien des portraits. Et ces portraits expriment de nouveau une variété de sentiments, une espèce de comédie humaine, je trouve qu'il valait la peine d'être montré. Celui-là qui est juste pas assez vieux pour ne pas douter, pour pas avoir ce scepticisme de l'âge, mais qui est déjà un peu trop vieux pour pas croire tout simplement. Ou un peu plus loin, celui-là qui, comme un pragmatique, attend de voir si vraiment tout ça va vraiment marcher. Je ne sais pas si vous sentez, il y a une espèce d'attention presque scientifique, je dirais, dans le regard de ce personnage qui vraiment assiste au miracle, mais enfin attend de voir, si l'on peut dire, pour s'esbaudir. Il y a celui-là, qui est extraordinaire d'ailleurs, qui se retourne pour vraiment rendre témoignage de ce qu'il est en train de voir auprès de ses voisins, ça, sublime. Il y a celui-là encore, que je trouve un des plus étonnants, parce que celui-là alors est plein d'un scepticisme total, ça ne marchera pas. Un visage d'ailleurs qui rappelle un tout petit peu certains des portraits idéaux de Dante, et il y a cette espèce de même scepticisme dantesque, si vous le voulez, qui est exprimé, d'autant plus qu'il cohabite avec celui qui a l'attention, je dirais, la plus brute au miracle tel qu'il est en train de se passer, ou celui-là qui tout simplement n'a plus qu'à se dire une chose, c'est que bientôt il aimerait bien que le miracle ce soit sur lui que ça se passe. Non, mais si vous remarquez, c'est vrai, il y a une espèce de détachement absolument étonnant dans ce regard presque mouillé, semble-t-il, qui est versé sur le personnage. Chacun est une entité. Et c'est peut-être en cela que vraiment Masaccio se révèle le plus grand peintre qui soit. Jusqu'au préfet d'Antioche, qui est merveilleux, et dans tout cela, il n'y a qu'un visage qui soit simplement le visage du constat. C'est le visage de cet enfant que rien n'a pu marquer encore. Donc, ni foi, ni doute, ni attente, ni scepticisme, rien que simplement le constat du miracle qui est en train de se passer. La seule présence de cet enfant donne encore, je dirais, un ton complémentaire à l'œuvre. Le miracle a quand même eu lieu, et donc dans la partie de droite entièrement de Masaccio, je rappelle, nous assistons à la vénération de Pierre par des religieux à gauche, ce sont des carmes, nous sommes à l'église du Carmine, ne l'oubliez pas, et par des Florentins à droite. Voilà donc ce personnage central, ce Pierre que Masaccio a fait comme léviter sur cette espèce de draperie verte posée derrière le trône, si vous remarquez. Il est véritablement posé comme dans une espèce d'état surnaturel, et donc adoré, comme vous pouvez voir, par les différents personnages. Des religieux à gauche, des laïcs à droite. Et le groupe des laïcs est très intéressant, puisque, non pas la tradition, mais la vérité historique dit bien que le petit que vous voyez là à gauche, c'est Masolino, celui qui vous fixe là, c'est Masaccio, ce personnage de profil, c'est Alberti, et celui-là est Brunelleschi.
Et nous savons, ce n'est pas une attribution comme ça, nous savons depuis l'époque que Brancacci avait demandé ces 4 portraits à cet endroit-là. Donc c'est une certitude, ce sont parmi les portraits les plus fiables, je dirais, que nous ayons de ces personnages. Mais ce qui est étonnant, toujours dans ce ton qui va au-delà de l'anecdote et qui vraiment va, comme je disais tout à l'heure, à la comédie humaine, c'est de voir les différences d'appréhension de cette vénération de Pierre par les religieux. Le religieux âgé regarde Pierre, je veux bien, rend hommage à Pierre, je veux bien, mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose comme beaucoup de rancœur au fond de ce visage, quelque chose comme beaucoup d'envie, alors que son petit disciple, le jeune moine, a peut-être un des visages les plus fervents que l'on puisse imaginer. Et je trouve extraordinaire, ne serait-ce que la cohabitation de ces deux visages dans cette vénération de Pierre. Mais le plus beau de tout, c'est naturellement le visage de Pierre, c'est d'ailleurs un des absolus de la chapelle Brancacci, ce visage où pour la première fois, Pierre n'est plus l'homme robuste, la petra sum, je suis la pierre, mais véritablement un regard qui est en dialogue avec le Christ, sinon en dialogue avec Dieu. Et il y a presque une transparence dans le visage que Masaccio ici a merveilleusement rendu. Il faut arriver à la scène de la fin. Pierre est quand même réenfermé en prison, comme vous le savez, et cette fois-ci, il faudra l'intervention de l'ange pour l'en sortir. C'est la fameuse libération de prison bien connue. Or, l'ange, le gardien endormi, c'est de Filippino Lippi, et c'est peint juste après la petite scène du dialogue Pierre et Paul en prison. Donc il a commencé par ces deux scènes, entre guillemets, faciles. Mais alors, il faut dire que si dans le Pierre et Paul de tout à l'heure, je dirais, il n'y avait pas beaucoup de qualité, dans la libération, il y en a énormément, notamment le visage de l'ange, avec cet extraordinaire modelé où on voit chaque trait de pinceau qui accuse la douceur même du profil, et surtout dans le visage du gardien endormi, où là aussi, il faut remarquer que vraiment Lippi peint en sculpteur, suivant chacune des strates de ce visage, comme pour mieux en marquer à la fois la beauté et en même temps l'ensommeillement. Donc Pierre est sorti de prison pour son malheur, car ça va l'amener au dernier acte de sa vie. Sorti de prison, il rencontre Simon le magicien, et Simon le magicien dit, toi Pierre, on me dit que tu réveilles les morts, je te donne de l'argent et tu me donnes ton secret. Pierre refusera, et c'est depuis ce jour-là qu'on parle de simonie, comme vous le savez sans doute. Alors toujours est-il, Pierre refusera. Simon, furieux de ce refus, s'en plaint à l'empereur Néron, et Néron convoque les deux magiciens, car pour lui, Simon et Pierre sont deux magiciens. Et leur dit, je ne sais pas lequel de vous deux est le plus crédible, alors allez-y, faites-moi un miracle. Alors Simon a l'imprudence de monter sur la tour la plus haute et de s'y jeter, volant gracieusement. Pierre, à ce moment-là, voit que Simon vole gracieusement parce que les démons le soutiennent. Il prononce le nom de Dieu, exorcise les démons, et le pauvre Simon finit en crêpe sur le sol. Ce dont, pour l'en récompenser, l'empereur le fait crucifier. Et donc nous avons là le jugement de Néron dans la partie de droite, et nous avons le crucifiement de Pierre dans la partie de gauche. Toujours ce fameux double traitement des grandes scènes. Et là, l'entier est de Filippino Lippi, c'est sa dernière intervention au Carmine, et je voulais vous montrer quelques visages pour que vous vous rendiez compte. Et ça, je trouve que c'est prodigieux quand on veut bien regarder, et j'espère que vous voulez bien regarder. C'est prodigieux de voir les progrès qu'a fait Filippino Lippi en ces quelques mètres carrés de mur, simplement parce qu'il a à côté de lui ces sources d'exception que sont Masolino, Masaccio a étudiées sans cesse. Et regardez alors vraiment maintenant dans les visages cette extraordinaire vérité. Bon, je veux bien, c'est traité complètement autrement que Masaccio. Il y a une pinceau un tout petit peu plus complaisant, un peu plus graphique, un peu plus élégant, je veux bien. Ça n'a peut-être pas le côté complètement monolithique, si vous le voulez, rocailleux aussi du pinceau de Masaccio, mais c'est fantastiquement plus intense que la première œuvre. Donc c'est bien simple, à vivre à côté des génies, on devient génial. Filippino Lippi apprend à peindre, et avec quelle justesse. Regardez, ça c'est le visage de l'un des bourreaux, et je trouve ce visage absolument bouleversant parce qu'il me rappelle absolument ces têtes de jeunes gens suburbains que Pasolini a filmé et a introduit dans tous ses films. Il a un visage pasolinien, véritablement. Bien, ça, si vous voulez, pour un Filippino Lippi dressé à la bleuité masolinienne, c'est une nouveauté formidable. Ça, c'est un des apports posthumes, je dirais, de Masaccio. Et je verrai aussi beaucoup d'influence de Masaccio dans l'extraordinaire visage de bourreau. Donc, véritablement, je dirais, on voit dans les quelques mois que Lippi a travaillé là, le bien que lui a fait de côtoyer ces deux génies complémentaires, le virtuose qu'est Masolino et le génie à l'état pur qu'est Masaccio. Et ça se sent, en fait, jusque dans les personnages de marge.
Celui-là, je tenais à vous le montrer, parce que dans la scène, il est le seul qui nous regarde. C'est Sandro Botticelli, introduit dans cette fresque, comme un hommage de son ami Filippino Lippi. Je voulais quand même terminer la fresque en vous montrant la tête de Pierre crucifiée à sa demande à l'envers, une tête assez bouleversante, je dois dire. Et ainsi, nous avons fait le tour de cette chapelle Brancacci et découvert donc deux génies complémentaires, l'un du graphisme, Masolino, l'autre de la force et même de la violence, Masaccio. Nous avons vu un artiste se faire sur ces deux génies, Filippino Lippi, et je voulais simplement, en concluant, vous dire, la chapelle Brancacci et ce dialogue phénoménal de deux artistes, Masolino et Masaccio, sont un lieu véritablement magique, parce que c'est le lieu qui ne s'est jamais démodé. Je m'explique en deux mots. Toutes les écoles de peinture connaissent, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, des périodes d'exil, d'oubli, d'abandon. Eh bien, à la chapelle Brancacci, tout le monde viendra travailler. Et tout le monde pour y rendre hommage à Masolino, mais surtout, bien sûr, à Masaccio. Et je voulais terminer en vous montrant simplement un dessin fait par Filippino Lippi 2 ans avant qu'on lui demande de finir les peintures. Donc il ne savait même pas qu'un jour il serait celui qui finirait ses peintures. C'est un des premiers dessins de Filippino Lippi. Et un autre admirateur venu beaucoup plus tard et qui est encore beaucoup plus grand, c'est Michel-Ange. Et je trouve extrêmement révélateur de penser que Michel-Ange ait tant pris dans Masaccio, tant apprécié Masaccio, et avoir dit il est le plus grand peintre de notre passé. Ce qui fait qu'il fallait naturellement finir par un dernier document qui soit tiré de Masaccio, bien sûr. J'aurais pu prendre son autoportrait, eh bien j'ai pris son autoportrait idéalisé, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que dans la violence de Masaccio, dans les doutes de Masaccio, dans ce besoin d'aller en avant sans cesse de Masaccio, il y a quelque chose un peu de Pierre, et certainement que Masaccio s'est senti en fraternité avec Pierre. Voilà pourquoi je conclus avec le Pierre du tribut, en vous remerciant de votre attention.